Alors, bonjour tout le monde. Merci à tous ces jeunes et sûrement des parents qui se joignent à moi aujourd'hui pour recevoir le maître de l'illusion parfait, Luc Langevin. Bonjour, Luc. Bonjour Marie-Ève, Comment ça va? ça va très bien et vous? Ben oui, écoute, j'ai pas le choix de commencer en disant que je suis une de tes grandes fans et j'ai un papa, moi là, j'ai un papa à la maison qui te suit et qui connaît ta carrière par cœur. C'est vrai? Alors, c'est vraiment spécial pour moi de te retrouver aujourd'hui puis d'en connaître vraiment plus. Aujourd'hui, on change un peu la formule de nos rencontres puis je trouve que ça rend les choses encore plus personnelles. On a des jeunes qui vont se joindre à nous, deux jeunes aujourd'hui, et qui vont avoir la chance de te poser des questions. Alors, on va commencer avec une première question qui nous vient aujourd'hui de Victoria, qui est en 4e année, qui vient de Brossard. Bonjour Victoria, est-ce que tu es avec nous? Oui. Bonjour Victoria. Alors Luc, là, il va déjà commencer avec ta première question. Tu peux y aller, on t'écoute. Parle fort. Alors bonjour Luc, j'aimerais savoir à quel moment vous avez su que vous vouliez devenir illusionniste et est-ce que quelqu'un vous a inspiré? Oui, c'est une bonne question, Victoria. Écoute, j'ai toujours eu une passion pour la magie, pour l'illusionnisme, en fait, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, la première fois que j'ai vu un magicien, en fait. Donc, j'avais un intérêt dès le départ pour ça, parce que ça me fascinait, toute l'ingéniosité qu'il y a derrière la magie, puis aussi le désir d'émerveiller les gens. Mais le déclic, le moment où j'ai décidé que j'allais devenir vraiment magicien, illusionniste dans la vie, ça s'est fait à l'âge de 12 ans. À l'époque, j'étais en secondaire 2. Il y a eu un déclic qui s'est fait parce que j'ai participé pour la première fois à un spectacle sur scène. C'était un spectacle à mon école où tous les élèves faisaient un numéro. Donc, je faisais évidemment un numéro de magie. C'était une professeure qui m'avait poussé à le faire parce que moi, j'étais très nerveux. Je n'osais pas monter sur une scène, mais cette professeure-là, Lynn Bourbeau, pour ne pas la nommer, avait vu quelque chose en moi et elle m'a poussé à le faire. Donc, je suis monté sur scène malgré le trac, malgré tout le stress que ça générait chez moi. Et quand j'ai goûté aux applaudissements d'une foule à ce moment-là, ça m'a fait une sensation que je suis incapable de décrire, mais c'était euphorisant. Le sentiment d'avoir apporté cet émerveillement-là, cette joie-là à tout un public et de ressentir leur appréciation via les applaudissements, ça m'a fait quelque chose d'incroyable, d'indescriptible. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie parce qu'il n'y a rien d'autre dans la vie à ce moment-là qui générait autant de bonheur chez moi. Donc, c'est là que j'ai décidé de devenir illusionniste, donc à l'âge de 12 ans. Après, il y a eu beaucoup de travail à faire ensuite pour le devenir, mais c'est là que la décision s'est prise. Merci beaucoup. Parfait, merci Victoria. Merci de ta participation. Ça fait plaisir d'avoir une vraie élève qui pose des questions. Génial. Maintenant, alors moi, je veux qu'on pense à des questions, en fait, que je vais rentrer un peu plus dans les détails. Hein. Tu as parlé à partir de l'âge de 6 ans, tu étais curieux. J'aimerais savoir comment ça se développe et à quoi ressemblait ton parcours à l'école, disons. Je dirais que quand j'étais un élève au primaire, là, donc en deuxième, troisième, quatrième année, j'étais un élève je dirais très normal là, au niveau des performances académiques. J'étais très timide, très réservé. Et justement, l'un des plaisirs que je trouvais à faire de la magie, c'était que ça me permettait d'entrer en contact avec les autres, d'attirer leur attention, de montrer que j'avais quelque chose finalement de spécial ou à offrir finalement. Donc, ça m'a permis d'avoir des amis, mais je restais quand même quelqu'un de timide, de réservé, sauf que quand j'en avais l'occasion, là, là, je me mettais en spectacle. Souvent, c'était mes professeurs qui me poussaient à le faire. Et étonnamment, quand j'ai commencé à faire un peu plus de magie à l'école, à mes amis ou dans la classe, mes résultats académiques ont commencé à monter. Je me sentais valorisé, je gagnais de la confiance en moi et ça se reflétait directement dans mes notes. J'étais particulièrement doué en mathématiques, en physique, ce genre de matière-là, un peu moins en français, puis dans les autres matières. Mais c'est l'ensemble de toutes les notes qui ont monté quand j'ai commencé à faire de la magie, ceci dit. OK. Puis dis-moi, je suis curieuse, là, où est-ce qu'on prend nos tours de magie quand on est jeune? C'est-tu les parents qui nous enseignent ça? On prend ça dans des livres, sur Ben, Internet? Moi, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque OK. sur la magie où on enseignait des tours. Ça, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je pense que les jeunes vont surtout sur Internet pour en trouver. Mais par la suite, une fois, mes parents, j'habitais à Québec, mes parents habitent toujours là d'ailleurs. Une fois, ils ont fait le voyage jusqu'à Montréal pour m'amener dans une boutique de magie.
Et là, j'ai découvert un monde. C'est que pour moi, entrer dans une boutique de magie, d'abord, même quand tu es un enfant, même sans avoir d'intérêt pour la magie, rentrer là, c'est comme aller à Disney World. Et là, il y a plein d'accessoires que je voulais acheter. Il y avait des balles comme ça, genre. Ça... Voyons. Est-ce que vous voyez ça à la maison? Oh mon Dieu! Donc, il y a des accessoires comme ça Oh mon Dieu! qu'on pouvait... Excusez-moi, c'est des choses de magicien. Il en reste pas dans ma bouche, non? Ben, je pense pas, là. J'espère que... Ah! Oh, excusez. Il y a des cartes à jouer aussi qu'on pouvait trouver dans les boutiques de magie. Donc, j'avais acheté ça aussi. Donc, plein d'accessoires comme ça. Donc, j'ai commencé à faire des tours un peu plus professionnels avec les accessoires que j'achetais dans les boutiques de magie comme ça. Encore là, aujourd'hui, les jeunes peuvent les commander en ligne maintenant parce qu'il y a beaucoup de boutiques virtuelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, là, Luc, il faut que je dise à tout le monde qu'il n'y avait rien de prévu dans tout ce que tu viens de me faire là. Ça me déstabilise, mais ça montre aussi comment, tu sais, comme qualité là, qu'il faut avoir comme un illusionniste, là, il faut être un bon comédien, non? Ça prend plusieurs... c'est bizarre que je dise ça, mais ça prend quand même plusieurs qualités pour être magicien. Oui, oui. Mais d'emblée, une personne ne va pas naître avec toutes ces qualités-là. Il faut les acquérir, les développer, si on veut. Je dirais d'une part, ça prend une ingéniosité, une débrouillardise pour imaginer les numéros, les conceptualiser. Ça, je pense que j'avais ça dès la naissance, disons. Mais après, j'ai dû développer plusieurs autres qualités, soit il faut avoir un talent de comédien, comme tu dis, il faut avoir une certaine présence sur scène, un certain charisme pour embarquer les gens dans notre univers. Il faut avoir de la répartie pour rebondir sur ce que les gens nous disent. Ça demande une capacité de concentration assez élevée, je dirais, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps lorsqu'on fait un tour de magie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a peu de magiciens dans la société en général, parce que c'est beaucoup de choses à travailler et à développer avant de pouvoir offrir un tour de magie professionnel là, au public. Donc, je dirais, voilà, je dirais que ça demande de l'empathie aussi. Ouais, être capable de se mettre dans la peau du public. Parce que nous, quand on connaît toutes les ficelles, tous les secrets derrière nos numéros, ça devient très difficile de savoir qu'est-ce qui impressionne et qui émerveille les gens. Ah, fort intéressant. Là, je t'entends parler magicien, illusionniste. C'est quoi la différence? Parce que même moi, là, j'utilise les deux, puis je ne sais pas lequel on doit utiliser pour le travail que tu fais, en fait. C'est assez synonyme, en fait. Je pense qu'on peut, de façon générale, on peut assez utiliser les deux. Mais si on va être rigoureux, je dirais que le terme magicien regroupe vraiment tous les personnages, si on veut, qui ont réellement des pouvoirs magiques, là, incluant, disons, les personnages dans les contes, dans les histoires, Merlin l'Enchanteur, Gandalf, tous les sorciers. Alors qu'un illusionniste, donc c'est quelqu'un qui donne l'illusion d'avoir des pouvoirs magiques. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de réel pouvoir, mais qui nous le font oublier un instant par leur habileté à en donner l'illusion, finalement. Donc, dans la vie en général, on appelle les illusionnistes des magiciens aussi, même si on s'entend qu'ils n'ont pas nécessairement de vrais pouvoirs. OK. Bien, je peux te dire que tu en as un parce que tu as eu le pouvoir de m'impressionner tout à l'heure. Écoute, je lisais un petit peu sur toi. Il y a eu un parcours intéressant au niveau académique, là, mais des études un petit peu plus poussées en optique. J'étais vraiment curieuse de savoir ça. Puis avant que tu deviennes là, au niveau professionnel connu, en quoi l'optique a aidé à la création peut-être de tes tours, de tes illusions? Est-ce que c'est un lien direct avec ça? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, moi, je me suis dirigé même en optique parce que ça m'a permis d'apprendre tout le fonctionnement de l'œil humain. C'est quoi les mouvements qu'on est capable de détecter à l'œil ou à quelle vitesse il faut aller pour qu'un mouvement soit invisible à l'œil nu. Tout le fonctionnement des miroirs, des lentilles, tous les matériaux transparents. Toute la connaissance que j'ai acquise finalement avec ce bagage scientifique-là, ça m'aide énormément à concevoir des illusions, mais aussi à les présenter. Parce que souvent, dans mes spectacles, dans mes émissions de télé, lorsque je fais un tour de magie, je parle de science. J'aime intéresser les gens à la science parce que je trouve que c'est la vraie magie du 21e siècle. Donc, ça me sert aussi comme outil de présentation. Ça me donne une couleur, une signature comme illusionniste.
Donc, ça m'apporte ça aussi. Voilà. Beaucoup d'efforts, hein? Beaucoup d'efforts avant de devenir populaire. Et justement, comment c'est arrivé, ça, cette popularité-là? En fait, même la première émission qui est arrivée comme par magie, t'es arrivé comme par magie dans nos écrans. Comment c'est arrivé? Je pense que j'avais 24 ans à l'époque. J'étais en train de faire mes études en optique. Je faisais ma maîtrise à l'Université Laval et je commençais mon doctorat même. Et parallèlement à ça, évidemment, j'avais une petite carrière de magicien qui était déjà en cours depuis des années. Donc, je faisais de la magie dans les événements spéciaux, dans les mariages, dans les files d'attente, dans les festivals, ce genre de choses-là. Et je m'étais fait un site web où il y avait des photos de moi en performance, des vidéos de mes numéros. Et il y a une compagnie de production de Montréal qui s'appelle Téléfiction qui m'a envoyé un courriel une journée. Je reçois ça, je l'ouvre et c'est une compagnie qui faisait surtout des émissions pour enfants. C'est la compagnie qui a fait les cornemuses, qui font Toc Toc Toc, peut-être que certains de nos auditeurs connaissent. C'est eux qui font 1, 2, 3 géants. Bon, un paquet d'émissions jeunesse. Et là, cette compagnie-là voulait faire une émission de magie où un magicien déambulait dans les rues, dans les lieux publics et faisait de la magie aux gens avec des objets usuels. Donc, ils me contactaient pour que je passe l'audition. On a été 24 magiciens en audition et j'ai eu la chance d'être celui qu'ils ont retenu. J'étais le plus jeune dans le lot, ce qui était impressionnant quand même de décrocher le rôle malgré ça. Et ce qui a attiré l'attention du producteur, entre autres, c'est justement le lien avec la science. Le fait que j'étais en train de faire des études poussées, mais que malgré tout, j'avais un intérêt tellement fort pour la magie. Ça a piqué sa curiosité. Puis les numéros que j'ai offerts aussi à l'audition étaient en ce sens-là. Donc, ça m'a permis de décrocher le rôle. On a tourné une première saison pour RTV à l'été 2008. Elle a été en ondes à l'été 2009, un an plus tard. Donc, un an à continuer mes études, même si je faisais une émission de télé en parallèle. Et là, tout a explosé à partir de là. L'émission a connu un succès. Rapidement, je suis passé à la chaîne Radio-Canada, la chaîne nationale. Donc là, ma popularité a grimpé en flèche et tout a déboulé à partir de là. Wow, c'est allé vite, effectivement. Je voyais aussi que... Moi, j'avais l'impression qu'un magicien, ça travaillait seul. J'ai l'impression dans tes émissions que tu te fais accompagner, ou en tout cas, vous avez comme un travail, un peu d'équipe à faire. Est-ce que c'est partagé comme travail seul, travail d'équipe? Il y a une recherche qui se fait derrière ça. Comment tu fonctionnes comme magicien? Oui. Bien, au début de ma carrière, je faisais beaucoup de choses seul parce qu'au début, évidemment, on a moins de moyens pour engager des gens pour nous aider et tout. Mais plus ma carrière a avancé, plus je me suis entouré de gens. J'ai une équipe, par exemple, pour tout ce qui est télé. Donc, des gens avec qui je travaille régulièrement, des réalisateurs, des caméramans, des preneurs de son, des monteurs, des gens qui composent la musique par-dessus les numéros, un producteur, un manager, bon, tout ça. J'ai aussi une équipe pour tout ce qui est spectacle sur scène. Donc, lorsqu'on crée un spectacle sur scène, il y a un metteur en scène, une scénographe, encore là, un musicien pour la musique, toute une autre équipe. De plus en plus aussi, je commence à avoir une équipe pour le web aussi, pour m'aider à créer tout le contenu qu'on met sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, ces choses-là. Donc oui, je m'entoure de gens parce que moi, je connais la magie, mais j'ai besoin de gens pour bien filmer mes numéros, pour composer des musiques qui vont bien avec mes numéros, pour savoir quel réseau de télévision aller voir pour proposer mes projets, tout ça. Donc, ça, c'est toutes des connaissances que je n'ai pas et qu'au lieu de développer, bien, j'engage des gens pour m'aider à le faire. Et je dois dire aussi qu'il y a quelques magiciens aussi qui travaillent avec moi pour m'aider à trouver des numéros, à les créer. Il y a le Québécois Stéphane Bourgoin, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui m'aide beaucoup, qui est dans mes émissions. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu dans Défier la magie, dans Tour de ville. Bon, et il y a des magiciens français aussi avec qui je collabore, un certain Sébastien Clergue. Bref, voilà, je me fais aider par d'autres magiciens que j'apprécie et qui sont complémentaires à ce que je fais. Bon, alors pas juste un travail solitaire, j'étais curieuse aussi de savoir ça. Là, à un certain moment, on te reconnaît, oui, tu fais des émissions, mais on te reconnaît aussi avec un beau prix, je pense, que tu as reçu. Est-ce que ça se peut? Ça se peut, j'en ai reçu. Le Gémeaux, est-ce que tu as reçu un Gémeaux par hasard? Oui, j'ai reçu, il est dans mon salon juste à côté ici. Je pourrais quasiment m'étirer le bras pour le prendre. On peut-tu le voir? Oui, ben, c'est drôle parce que j'ai mon armoire à trophées qui est là. Ah, c'est ça, je te parle d'un trophée, mais il y en a eu plusieurs, là, hein? Ben, c'est ça? Je voulais pas le dire, mais oui, quand même. Ça, je ne sais pas si on le voit, là. Ça, c'est le Gémeaux qui est juste là. On a gagné ça pour
Meilleure émission spéciale de variété il y a quelques années pour un de mes spéciaux télé. On était contre le Bye Bye, c'est pas rien. On Non, a c'est gagné. ça. C'est quoi les autres trophées, ouais? Écoute, il y a celui-là aussi qui est un. Je ne sais pas si on le voit, là, je ne vois pas ce que Oui, vous on voyez. voit bien, on voit bien, on voit très bien. Celui-là ici, c'est un mandrake d'or. C'est la société française qui m'a remis ça. C'est un prix français qui est remis à des illusionnistes, des magiciens qui se démarquent. Wow. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça m'a été remis par l'Université Laval pour le succès de mon parcours, disons. Sinon, il y a des choses pour le nombre de billets vendus. Il y a des médailles pour... J'ai reçu aussi, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu quelque chose de l'Assemblée nationale, là, 2 ans, je ne me rappelle plus, elle est où? Ah oui, elle est là. Une médaille pour le rayonnement de ma carrière à l'international, pour faire rayonner le Québec, finalement, à l'international. Donc, c'est le fun. Je fais pas... Évidemment, quand on devient magicien, on ne fait pas ça pour gagner des prix, là, parce qu'ils sont assez rares, les récompenses qu'on donne à des magiciens, mais ça fait toujours plaisir, évidemment, d'en recevoir. Wow, très impressionnant tout ça. Cette belle petite étagère-là là, brille de mille feux quand tu la montes avec tous ces prix-là. Bravo, franchement. J'ai plusieurs questions qui sont rentrées, fait que j'ai envie de t'en poser une que moi aussi, elle me fascinait. Ben oui. On voyait à tes émissions de télévision des trucs, là. En fait, des trucs, des illusions que tu fais vivre aux personnes. On se demandait, moi aussi, si sur scène, ça demande un défi supplémentaire, parce que là, on a du monde, même sur la rue probablement, là, ça demande aussi peut-être différentes façons de faire parce que là, on est en direct avec du monde qui nous voit de tout bord, de tout côté. Oui. Des défis supplémentaires. Je dirais que chaque média a ses défis. Okay. Il n'y en a pas un qui est plus facile ou plus difficile que l'autre, c'est juste différent. Quand je conçois un numéro pour la scène, par exemple, il y a beaucoup d'enjeux de production qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'installer le numéro en moins de temps d'heure et de le démonter après parce on rentre dans une salle le jour même où on donne le spectacle, donc on doit pouvoir monter les choses et les démonter après en un temps restreint. Est-ce que le numéro va marcher dans toutes les salles du Québec ou de la France, peu importe la hauteur des balcons, la distance des sièges par rapport à la scène, les angles de vue? Est-ce qu'on est capable de démonter ça pour rentrer dans un camion? Il y a beaucoup d'enjeux de production comme ça. Lorsque je fais des tours à la télé, c'est différent. La télé, pardon, on peut aller très proche, donc je dois être très minutieux et je dois trouver des tours aussi qui sont, comment je dirais, qui vont mettre en valeur une interaction avec les gens avec qui je vais faire les numéros. Il ne faut pas que ça soit répétitif parce que la télé avale les numéros. On voit une fois un numéro dans une émission, puis c'est fini, il est brûlé, je ne peux plus le refaire. Donc, il faut... bref, il y a plusieurs enjeux comme ça. Et lorsque je fais des tours pour des vidéos qui vont sur le web, ça, c'est d'autres défis aussi parce que là, sur le web, les gens peuvent arrêter, regarder au ralenti, peuvent commenter s'ils voient quelque chose. Donc, c'est des défis supplémentaires aussi. Chaque média a vraiment ses propres défis pour un magicien. Mais là, tu nous dis que tu gardes tout ça secret, mais c'est pas vrai parce que moi, j'ai vu que tu fais des livres qui partagent tes tours de magie. Tu fais aussi des tutoriels sur ta chaîne YouTube. Comment tu fais pour choisir les trucs que tu partages sans trop dévoiler tes illusions à toi? Souvent, quand j'ai utilisé une technique ou un tour pendant des années et que là, je sais que je les utiliserai plus, ça me dérange moins de les partager. Je me dis, moi, j'ai vécu ce que j'ai à vivre avec ça. Maintenant, je pense que c'est le temps de donner au suivant. Et ceux que je choisis de montrer, j'essaie de montrer aussi des tours qui ne sont pas trop difficiles à apprendre parce qu'il y a des techniques que j'ai appris qui m'ont demandé des années à pratiquer parfois. Donc, je sais que même si je dis ça aux gens, il y a une infime proportion des gens qui vont mettre les heures qu'il faut pour apprendre ça. Donc, j'essaie de trouver des tours qui sont à la fois faciles, mais qui vont générer quand même un bel impact, qui vont impressionner les gens pour que les gens, justement, réussissent à émerveiller autour d'eux avec ça, puis goûtent au plaisir d'impressionner, d'émerveiller les autres. Donc, c'est comme ça que je choisis un peu les numéros que je dévoile. Moi, j'ai déjà commencé avec la corde que tu replies. Là. Je vais me pratiquer. Je vais essayer de le montrer à mes jeunes en classe au retour en juin ou en septembre. D'ailleurs, on va mettre le lien en dessous de la capsule pour que les jeunes qui nous écoutent puissent aller justement pratiquer. Tu appelles ça comment déjà? C'est les tuto-tours, si je me trompe pas? Oui, c'est ça. Fait qu'on va essayer de voir ça justement pour devenir, nous aussi, des illusionnistes. Avant qu'on passe à la question de James qui va nous rejoindre, ça ne sera pas très long, j'aimerais
qu'on parle un peu des porte-parole pour les expos sciences. Puis moi, ça me fascine les expos sciences parce que les jeunes, ça les anime, les sciences. En quoi ça consiste, disons, ton travail par rapport à ça? Écoute, ça fait 6 ou 7 ans peut-être que je suis porte-parole national des Expos Sciences Hydro-Québec. En fait, mon travail à chaque année, j'essaie de faire connaître les Expos Sciences, de valoriser aussi les jeunes qui participent, d'inciter les jeunes à participer aux sciences parce qu'on en parlait, moi, la science a fait une grande différence dans ma vie, dans mon parcours. Et souvent, je trouvais, surtout il y a quelques années, la science était vue parfois comme quelque chose de pas le fun, de ardu, de très académique. Donc, je me suis dit, moi, je suis un bel exemple de quelqu'un qui utilise la science pour quelque chose, je pense, qui est le fun, qui est ludique. Et je me suis dit, en devenant porte-parole pour les expos sciences, comment dire, participer à dépoussiérer la science, à montrer qu'on peut s'amuser avec elle, inciter les jeunes à s'y intéresser parce que je pense que tout le monde, on gagne à s'intéresser à la science. Et donc, c'est ça, c'est un peu ça mon rôle, c'est d'essayer d'attirer les jeunes vers cette belle organisation-là qui est les Expos Sciences et de les inciter à s'intéresser à la science. Bien, on serait prêt à rejoindre notre dernier invité spécial, qui est James. Alors, je vais l'inviter à venir nous rejoindre. C'est James de 3e année. Il vient de Labelle et il a une question pour terminer notre rencontre pour Luc. Alors, bonjour James, est-ce que tu m'entends? Oui. Salut, Bonjour, Monsieur Langevin. Bonjour James. Je voulais savoir combien de temps ça te prend pour pratiquer un tour de magie avant de le présenter à tes spectateurs. Ah, ben, écoute, c'est une bonne question. Ça se répond pas simplement. Je te dirais, ça dépend du tour de magie. Il y a des tours qui sont très rapides pour moi à apprendre et à exécuter. Et il y en a d'autres qui vont demander des semaines, des mois, voire même des années à pratiquer avant que je sois prêt à le présenter. Chaque tour, chaque technique de magicien a son niveau de difficulté, sa complexité. De façon générale, je dirais, les tours qu'on appelle de prestidigitation, donc où l'agilité du magicien crée l'illusion finalement. Ça demande beaucoup de pratique, beaucoup de répétition. Donc, tous les tours de cartes, de pièces de monnaie, tous les tours avec des petits objets que je faisais notamment dans mes émissions de télé il y a quelques années, ça demande énormément de pratique. Les tours de grande illusion sur scène demandent beaucoup de préparation, pas nécessairement de la répétition de la part du magicien, mais demande beaucoup de travail au niveau de l'éclairage qu'on va mettre, de la musique qu'on va mettre, les déplacements, la construction des accessoires. Donc, c'est beaucoup de préparation. Et je te dirais que maintenant, par le passé, j'ai tellement pratiqué de techniques, de choses à faire qu'aujourd'hui, souvent en quelques minutes ou maximum quelques heures, je suis capable d'apprendre une nouvelle technique à partir de zéro et la maîtriser assez bien en quelques heures. Donc, mais ça a pris plusieurs années de répétition avant d'en arriver là. Voilà. Bien, merci, James, de t'être joint à nous. Bye Merci, bye! James. Alors, je terminerai en te disant, Luc, en tout cas, moi, j'ai déjà assisté à tes spectacles. Hein, je t'avais dit, j'étais une fan. Alors, je sais que tu en as un qui est en cours en ce moment, qui est, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui, demain. C'est maintenant, demain. C'est presque ça. OK, maintenant, demain. Eh bien, maintenant, demain, je veux savoir demain, est-ce qu'il va l'avoir encore, ton spectacle? Ben, écoute, comme plusieurs artistes, Ouais. évidemment, les spectacles sont à l'arrêt en ce moment. Ouais. Donc, la majorité des spectacles que la situation a provoqués sont reportés. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de spectacle annulé. Okay. Donc, tous ceux qui avaient des billets pour mes spectacles en cours, c'est reporté. Donc, en principe, dès que la crise se termine et qu'on peut de nouveau se rassembler, mon spectacle est encore en tournée au Québec. Et puis, en principe, je devais aller en France au début de l'année 2021 avec ce spectacle-là. Là, évidemment, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver, mais pour l'instant, ça tient toujours. Et d'ailleurs, je me suis dit que pour que mon spectacle puisse continuer, il faudrait faire disparaître le virus. Et ça, il faut que je vous montre. J'ai ici une représentation du coronavirus, de la COVID-19. Et on le sait tous, il faut se laver les mains. Donc, j'ai apporté un peu de savon ici avec moi. Donc, je veux juste montrer que si on met un peu de savon, c'est possible de faire disparaître le virus. Donc, il suffit de reproduire ça à grande échelle et on va tous pouvoir aller voir des spectacles et puis s'amuser en groupe. Donc, c'est ce que je compte faire.
Bon, écoute, je suis encore impressionnée. Euh, Luc, dans le fond, j'allais te poser une question sur ton confinement, mais j'ai plus besoin de le savoir, là. Dans le fond, tu as trouvé tous les trucs pour régler notre distanciation et notre confinement, c'est ce que je comprends? Ben, écoute, je suis quand même un illusionniste, hein, donc ça a ses limites quand même, mais je dois dire, je m'ennuie pas dans le Non? confinement. J'ai beaucoup de travail quand même. Mhm. Toute la logistique de report des spectacles et tout, ça me prend beaucoup de temps. Puis j'en profite aussi pour faire du travail de conception, créer des nouveaux numéros. Puis, ben, je passe plus de temps avec ma famille. J'ai un enfant de 2 ans et demi et une femme, une blonde que j'aime beaucoup, donc j'en profite pour passer du temps avec eux aussi. Je veux te remercier vraiment pour ta générosité d'avoir participé à cette entrevue-là. Je suis Ça fait certaine plaisir. que tu as inspiré vraiment beaucoup de jeunes. Hein? En tout cas, moi, tu m'inspires. Et ben, on va continuer de te suivre, puis on va aller voir tes spectacles. Ben, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Puis moi, je pratique encore ma corde, ma coupe-corde. Oui. Bye! À la Bye. prochaine! Merci Bye Maria, à bye, Luc! bientôt. Bye! Ciao.